Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Suivi du focus qui sera dédié ce soir à la culture, un rendez-vous avec des tisseuses de mémoire. Et tout de suite, donc notre premier titre de l'actualité, nous entamons le menu donc à Pointe-à-Pitre au CHU où les suspendus, comme d'aucuns les auront surnommés, sont toujours mobilisés sur le BIC installé sur le parking à l'entrée de l'hôpital. État de la situation des soignants et des soignants désormais sans emploi et sous le coup de l'obligation vaccinale. Eliar Guieba, secrétaire général de l'UTS-UGTG, fait le bilan. On regarde. Nous semblait aujourd'hui là d'avoir problème à l'obligation vaccinale là, qu'à continuer. Va continuer et qu'à peser sur nous et nous obliger à jouer au niveau de la communication aussi parce que la majorité des personnes en Guadeloupe, c'est monde là qui a gardé nous là ou bien qui a gardé ça qui a fait un pays là, ils peuvent arriver à penser que tout le but est réglé et qu'il n'y a pas ni obligation vaccinale qui a pesé sur les soignants encore. Donc nous obligés à faire un devoir quand même de communication envers le peuple là. Donc nous ne pas communiquer forcément pour les politiques, mais nous pas communiquer pour le peuple Guadeloupe pour nous faire savoir que la situation est toujours bandée pour les soignants. Nous des milliers qui en arrivent là et qui tous les jours nous avons souffert. Donc nous pas gommer, que ce soit dans le public, les hôpitaux publics et dans l'hôpital privé aussi. Donc dans des associations aussi, des SIAD, des services à domicile. Donc il y a des milliers de monde qui ont subi malhonnêteté là qu'on fait nous là. Donc nous au combat et nous fait dire que même si le mandat a changé, que nous avons un nouveau secrétaire général, mais c'est même logique là qu'il a fait au niveau de l'UTS-UGTG. Donc politique là c'est même là et nous sommes toujours vaillants dans ça parce qu'il n'y a pas assez de monde qui vient subitement comme ça. Déjà dans le conseil là, déjà secrétaire général adjoint. Donc c'est même politique là nous allons mettre en œuvre et que nous allons continuer. Il y a des absurdités qu'a faites. Dans l'hôpital public qui dans l'hôpital privé, les clusters qu'a déclaré et on voit que pas suffisamment soignants pour il est obligé de déclencher un plan là actuellement. Pas suffisamment soignants par rapport à soignants qui sont dedans et les soignants qui derrière même aussi et ne pas réintégrer. Et des clusters qui ont déclenché. Donc, nous avons un service qui a fermé. On prend un exemple à l'Espérance, là en Ravine. Ils sont obligés de fermer un service. Pourquoi? Parce que ces gens qui ont dit dans là, ils sont tous malades, quoi. Ils sont covidés. Donc, du coup, pas suffisamment de personnel pour prendre en charge ces patients-là. Donc, ils sont obligés de fermer un service pour fonctionner rien qui avait un étage. Donc, on voit que la population est vraiment en danger et que le système de soins là, nous est obligés de gommer bail parce qu'il n'y a pas de monde qui vient à l'étranger pour gommer nous. Direction le Moule, présentation du futur centre de développement humain par Madame Cabarrus Anissette qui en sera la responsable. C'est un sujet de Marc Morel. Dans un premier temps, de faire de l'animation dans les quartiers prioritaires de la ville. Et comme je vous l'ai dit en amont, nous sommes centre de développement humain. Donc, effectivement, nous faisons avant tout, puisque nous travaillons déjà, nous faisons avant tout de l'animation bisociale. Mais ce que nous souhaitons aussi, c'est travailler avec chaque personne désireuse de participer au développement de leur quartier, puisque nous considérons que chaque habitant a du potentiel que nous sommes amenés à accompagner pour qu'il puisse émerger. Le centre de développement humain de la ville du Moule était très attendu. Puisque la CAF a choisi de soutenir ce projet depuis 2017, ce projet en fait de centre social pour faire participer les habitants à la vie de la cité, pour offrir des actions de soutien à la parentalité, pour développer les loisirs des jeunes, pour rompre l'isolement de nos aînés, pour faire en sorte que la société vive mieux au quotidien dans chaque bassin de vie. Mais c'est un projet qui me tient à cœur pour la ville, puisque c'est un projet de proximité, un projet de rencontre de gens, c'est-à-dire de niveaux d'âge différents, de sociabilité, de cohésion sociale. Et de plus en plus, je trouve que c'est important. Se rencontrer, se parler, dialoguer et faire des actions en faveur de nos familles, en faveur de notre jeunesse. Au regard du contexte sanitaire, au regard des différentes crises que nous avons déjà passées, oui, il est fondamental. Il est fondamental. Mais ce qui est le plus fondamental, je crois, c'est mettre davantage la population au cœur des dispositifs, afin qu'elle soit vraiment une force vive pour le développement de son territoire.
Nous voyons donc que l'humain est au cœur des actions des institutions. Nous allons maintenant dans la ville du Gosier à la résidence départementale. Monsieur le préfet Alexandre Rochat et le président du conseil départemental Guy Losbar annoncent la signature d'une convention de partenariat avec tous les organismes dédiés à l'insertion à l'emploi et à la formation, et ce, pour la création d'un service public concentré, un guichet unique, en réponse à la stratégie de lutte contre la pauvreté. On regarde. La signature, c'est de signer une convention avec l'ensemble des partenaires de l'insertion et de l'emploi en Guadeloupe, avec le président du conseil départemental évidemment, puisque c'est au sein de la stratégie de lutte contre la pauvreté en Guadeloupe que nous avons signé il y a quelques années. Et au sein de cette stratégie, il y a différentes mesures. Et là, une des mesures importantes, c'est la création de ce service public de l'insertion et de l'emploi. Ça vise quoi? Ça vise à créer une plateforme unique dans lequel vont pouvoir participer tous les acteurs qui participent à l'insertion ou à l'emploi, comme son nom l'indique, mais aussi la formation, mais aussi la recherche d'un emploi pérenne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui existent, beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés, Pôle emploi, la mission locale, la CAF, mais aussi les entreprises d'insertion, mais aussi les travailleurs sociaux de façon générale dans les CCAS, dans les épiceries solidaires ou dans d'autres organismes. Et chaque personne qui est confrontée à un besoin doit aller taper à chaque porte les unes après les autres pour obtenir de l'aide ou pour obtenir ce dont il a droit. Et bien aujourd'hui, c'est la création d'un guichet unique, c'est-à-dire qu'on va avoir un suivi complet avec tous les acteurs qui va pouvoir être organisé pour que tous les ressortissants du RSA, mais tous les gens qui ont besoin de minima sociaux, qui ont besoin d'être aidés parce qu'ils sont travailleurs handicapés, puissent bénéficier de cette aide du bout en bout sans qu'ils aient besoin eux-mêmes d'avoir à faire le lien entre les personnes. On sait très bien que même si on se fixe un objectif de 100%, c'est pas toujours évident à atteindre, mais en tout cas, ce que nous voulons, c'est que le maximum, sinon la totalité des personnes concernées, puissent pouvoir bénéficier de tous ces éléments contenus dans ce contrat. Mais je reste persuadé que lorsque tous on travaille ensemble, tous les acteurs, la CAF, les associations, les entreprises, l'État, nous-mêmes, nous sommes dans cette démarche, comme j'aime dire, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Alors, la plateforme de l'inclusion, ce qu'elle a apporté pour nous, c'est une belle plus-value, c'est-à-dire que nous avons gagné en temps. Souvent, ça prenait un peu plus de temps d'avoir un agrément pour un salarié, pour un futur salarié. Et avec cette plateforme, nous avons la possibilité d'avoir cet agrément tout de suite sous la main. Donc avec le profil qui est déjà éligible, puisqu'il a eu un conseiller en amont qui l'a évalué afin de voir s'il répondait à tous les critères. Cette personne est facilement accessible sur cette plateforme. On voit le profil, on le traite et on lui donne facilement un pass IAE qui lui permet d'intégrer une entreprise d'insertion. C'est un sujet de Charlie Dagonia. Et maintenant, en bref, l'insalubrité et la pollution sont toujours à l'ordre du jour. Le traitement de l'eau, toujours une question brûlot, des images amateurs envoyées à la rédaction. Voilà, aujourd'hui encore, hein. Voilà. Voilà mon super cadeau ce matin. Voilà. Voilà. Bouillante, sur les hauteurs de Poirier surplombant Pigeon, Monsieur Pierre-Louis Levallois ouvre les portes de son domaine, paradis de son enfance, aux publics locaux et touristiques. Inauguration ce week-end du parc de la Source en présence de Monsieur le maire Thierry Abelli. Un sujet de Michel Depape. Ça date de très loin, puisque depuis l'âge de 14 ans, quand mon père a acheté cette propriété, en fait, j'ai toujours vécu sur ce terrain. Et l'amour ensuite de la nature, de la forêt, du parc, aujourd'hui, parce que, en fait, si vous voulez, à l'époque, j'étais très impliqué dans tout ce qui était nature. Et donc l'idée m'est venue de mettre en valeur un peu la parcelle que j'ai et de trouver une idée. Et donc l'idée est venue de créer le parc et d'en faire profiter à tout le monde.
parce que je trouvais que cet endroit était magnifique, il y avait trop de choses à voir et qu'il y avait vraiment une beauté magnifique à montrer à la population guadeloupéenne. Et les visiteurs bientôt qui viendront de l'étranger, bien sûr. Ça se trouve sur les hauteurs de Bouillante, donc hauteur de Poirier, au-dessus de Pigeon, à proximité du parc national. C'est un espace à peu près de 10 hectares sur lequel on va retrouver effectivement une zone de villégiature pour le public et puis une zone de culture de cacao, de vanille et de café. Aujourd'hui, c'est l'inauguration, donc c'est une belle chose puisque c'est un projet qui est porté par un propriétaire de Bouillante depuis bientôt 3 ans. Et la ville, effectivement, a été le facilitateur pour permettre à ce que la réalisation de cette opération-là, qui au travers des fonds européens obtenus auprès de la région, qui pourrait être au travers des fonds européens obtenus auprès du Grand Sud Caraïbes. Et donc aujourd'hui, je suis content, en tout cas, ravi, satisfait que cet équipement soit mis en service. C'est un élément structurant qui concourt à renforcer l'attractivité de Bouillante. Et donc j'invite les uns et les autres à y venir faire un tour. Alors, le parc ouvre demain. 14 juillet et les horaires sont de 9h30 à 17h30 pour la partie parc et 18h fermeture pour la partie boutique et accueil. Les gens par contre devront arriver au parc au plus tard vers 15h30. C'est évident dans le sens que le parc fait une dizaine d'hectares. Vous avez quand même beaucoup de choses à voir et à visiter, donc c'est un peu dommage d'arriver à 16h, de payer une entrée à 16h et de ne pas avoir le temps de visiter le parc. Donc il faut vraiment venir tôt et profiter vraiment du parc. Voilà. Donc l'inauguration se déroulera demain, 14 juillet. N'hésitez pas à vous déplacer. Nombreux et nombreux, on continue donc avec nos informations, nos actualités, culture et patrimoine. Dans les hauteurs de l'archipel, au pied du volcan, invitation des jeunes lectrices et lecteurs à goûter au plaisir des imaginaires. Opération Partir en livre hors les murs à la médiathèque de Saint-Claude, un sujet de Charlie Dagonia. L'objectif de Partir en livre au pied du volcan est d'inciter les enfants à venir découvrir tout ce qui est autour de la lecture, l'écriture, à travers les mots, puisque justement c'est donner le goût de la lecture aux enfants. Donc l'objectif est en toute convivialité, dans un lieu hors de la médiathèque, à l'intérieur, là c'est hors les murs, ce sont des actions hors les murs, à permettre aux enfants de découvrir différentes activités autour du livre. Aujourd'hui je suis ici parce que on a une activité avec le centre aéré de Saint-Claude, les petits montagnards, pour découvrir un peu les activités sur la lecture. Et donc on écoutait un petit peu les histoires qu'a créé les gens. Et c'est pour ça que je suis ici. J'aime bien lire les bandes dessinées et les livres. Mon livre préféré c'est Rémi sans famille, car j'aime beaucoup m'intégrer dans l'histoire. J'ai bien aimé aussi. Et j'aime bien lire les bandes dessinées parce qu'il n'y a pas trop de lecture à faire et il y a beaucoup d'images. C'est vrai qu'on a les réseaux sociaux, il y a les tablettes, il y a les ordinateurs. Mais c'est vrai que avoir un livre, on voit avec les enfants, même s'ils sont dans un monde numérique, on va dire, mais on voit que les enfants sont quand même, on va dire, comment dire, on voit lorsqu'ils arrivent à la médiathèque, quand même, ils s'approprient le lieu et ils découvrent tout de suite, ils prennent un livre et ils veulent savoir qu'est-ce que l'histoire raconte. Moi, spécialement, j'aime bien lire, mais pas tout le temps. Moi, j'aime bien un roman qui s'appelle Le Club des 5. C'est une aventure avec 4 personnes et un chien. Et ils font des petites aventures que j'aime bien. Donc c'est pour ça que c'est mon roman préféré, parce que je m'intègre dedans. Donc ce que j'aime, c'est le gros livre là, de Mathurine. J'aime beaucoup l'histoire, elle est très bien. Et aussi il nous propose, par exemple le livre à l'intérieur, il y a plusieurs trucs et on peut des fois tirer ou bien...
Voilà, un beau moment de découverte pour la jeunesse à Saint-Claude. Retour à Pointe-à-Pitre maintenant entre filage et tissage. Les arts tisserands se déclinent au festival textile Wonderfeel au pavillon de la ville. À l'initiative de Véronique Herman-Sambin, tisseuse de notes et de coton, nous allons à leur rencontre avec Stanley Manicor. On commence par faire une chaîne. Et la chaîne, en fait, c'est un croisement des fils pour éviter que les fils s'en mêlent, en fait. D'accord? Et donc, on prépare la chaîne sur un autre appareil que le métier à tisser qui s'appelle un ourdissoir. Et vous voyez, il y a un trou ici et il y a un espace ici. Donc, on va passer le fil dans le trou et dans l'espace jusqu'au bout du peigne. C'est une envie. Moi, j'ai commencé à découvrir le textile il y a 4 ans. J'ai commencé en fait sur la technique de la lirette, qu'on peut voir d'ailleurs derrière ici, qui est un tapis qui a été fabriqué avec du tissu dont peu personne ne voulait. Donc, c'est une manière de recycler du tissu. Je me suis intéressée au fil, à la fabrication du fil, et puis je suis remontée un peu, si vous voulez, en Guadeloupe en me disant, mais où est-ce qu'on en est, nous? Qu'est-ce qui s'est passé chez nous en matière de tissage? Et c'est parce que voilà, j'arrivais pas forcément à trouver de réponse à mes questions que j'ai eu envie de découvrir et puis ensuite de transmettre ce que j'avais appris, ce que j'avais découvert. Il y a une rupture historique clairement autour du tissage puisque les Amérindiens tissaient. Il y a de très beaux écrits qui parlent d'ailleurs de cette technique de tissage qui étaient des tissages aussi raffinés que ce qu'on pouvait trouver en Europe ou en Amérique latine, au Pérou, etc. Bon, une fois que les colons arrivent, il y a une rupture. Non seulement les Amérindiens ne tissent pas, mais encore les Africains qui viennent en Guadeloupe ne sont pas forcément autorisés à tisser ou n'ont pas leur matériel, mais ils ont le savoir-faire. Je suis ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire. Et après le décès de mon père, ma tante m'a fait venir à Abidjan, en ville, parce qu'elle a un atelier de couture, elle a un grand atelier de ça. Donc, du coup, elle m'a fait venir et j'ai commencé à apprendre de 1 mois à 2 mois, 3 mois, et puis à partir de 4 mois, j'ai commencé à tisser jusqu'à aujourd'hui. J'ai aimé ça parce que c'est un travail, il faut aimer pour faire, parce que si tu aimes pas, tu peux pas faire, parce que c'est un truc qui est un peu difficile franchement à faire. Donc il faut aimer pour faire. Mais moi j'aime bien mon travail et depuis à l'âge de 13 ans, je tisse aujourd'hui. Il y a tout un tas de techniques qui ne sont pas abordées et c'est pour ça que j'ai proposé un programme sur 6 ans parce que je sais très bien c'est la première édition, je sais très bien qu'en une fois on ne peut pas parler de tout ou alors de manière vraiment superficielle et donc c'est un premier rendez-vous et j'ai vraiment envie qu'il y en ait d'autres. Ça dépendra aussi du public. Voilà, donc vous avez un fil ici, devant, vous avez une lisse devant et une lisse derrière. Donc il faut enfiler un devant, un derrière, un devant, un derrière. Enfin, nous terminons cette page d'actualité à Capesterre-Belle-Eau avec le marché traditionnel entre artisanat, mode et art culinaire. Nous sommes sur le marché de Capesterre-Belle-Eau, marché artisanal, très belle ambiance, des défilés, du gros-cas, du tambour. Donc venez, parce qu'il y a une très belle ambiance ici. En plus de ça, vous aurez l'occasion de goûter à une confiture inédite, de la confiture de patate douce associée à la maracuja. Alors profitez, venez faire plaisir à votre palais. Le Kalinago, c'est de la Dominique. C'est une association. On a formé en Guadeloupe, donc on appelle Kalinaguada. Les paniers se confectionnent avec l'auma. Ça, c'est des auma. Comme tu mets ça dans un petit peu de goût, ça donne une couleur. Le dos et l'avant, l'auma. Nous proposons des sacs K, des sacs à Cocalambi, là c'est la nouveauté, et également le sac à dos. Et ça lui permettra certainement d'avoir du courage et de poursuivre sa démarche. Et tout ça imperméable.
Également, on a des têtes des marées-têtes avec le jabot qui revient à la mode. C'est notre première manifestation qui a été organisée en 2 mois. Bon, ça n'a pas été facile parce que c'est vrai qu'on attendait beaucoup plus de partenaires, mais on a fait avec les moyens qu'on avait. Bon, c'est vrai qu'avec le Covid, ça n'a pas été facile. Chaque fois que on avait des restrictions, etc. Mais cette fois-ci, sans restrictions, ça a été mieux organisé. Voilà. Mais tous les commerçants du village ont participé à cette organisation, ont été partants pour cette manifestation. Je dis merci aux exposants qui nous ont fait confiance, qui sont venus aujourd'hui sous Capesterre. Et notre invitée ce soir sur le plateau, Madame Nicole Herdan, de la ville de Gourbert, qui est donc adjointe au maire de la commune et vice-présidente de la commission aménagement du territoire. Donc ce soir, vous êtes là pour nous parler de la fête de la mer et des littoraux. On va voir ici le visuel. Donc il se déroule ce week-end du 15 au 17 juillet à Rivière-Sens. Le parrain de la manifestation, c'est Monsieur Rodolphe Sefo. Est-ce qu'on peut parler donc du programme de cette manifestation? Déjà de pourquoi cette manifestation? Alors, cette manifestation, évidemment, c'est une manifestation qui rentre dans un cadre national. Et le Gourbert a été labellisé comme deux ou trois autres communes du territoire, labellisées dans ce cadre-là pour contribuer, en tout cas, à célébrer la mer et les littoraux. Gourbert, évidemment, parce que c'est une commune littorale, elle a une belle façade littorale, elle dispose d'une marina, et ce sont des atouts extraordinaires, et on trouve que le potentiel n'a pas été suffisamment exploité. C'est un littoral dont les usages ne sont pas respectés, il y a des conflits d'usage, etc. Donc, d'où la nécessité d'organiser cette fête, cette célébration de la mer et du littoral, pour en parler avec des acteurs du domaine, des spécialistes. D'accord, donc déjà on voit que vendredi, nous sommes autour de l'économie bleue. C'est quand même un concept, un terme qui est très récurrent maintenant, hein. C'est vraiment un aspect de l'économie qu'on voudrait développer. Comment on développe la mer, peut-être développer sans surexploiter, c'est peut-être ça aussi la question. Donc il y a au programme 2 forums d'échange. Donc quelles sont les thématiques qui seront abordées? Alors, les thématiques, quand on parle effectivement de l'économie bleue, c'est un vaste domaine. La mer nous oxygène, la mer nous nourrit, et la mer, c'est un potentiel extraordinaire en matière de développement économique et puis environnemental et social. Donc, tous ces éléments pour dire que des conférences pour sensibiliser, pour débattre de ces sujets, parce que j'ai l'impression qu'on n'en est pas conscient. On dit que la mer nous oxygène, nous nourrit, mais en même temps, la mer, il y a une forte dégradation. On observe une perte de la biodiversité marine, et puis sans compter les aléas liés au réchauffement climatique. Donc, il est temps. Et c'est vrai que nous avons organisé cet événement qui donne le ton également de la décennie des océans. Il y a une grosse conférence qui s'est tenue au Portugal qui est justement destinée à sensibiliser les acteurs autour de la mer. Donc la conférence, c'est pour parler des enjeux de la mer, de l'économie de la mer, quelles sont les perspectives, sensibiliser, accompagner, quels sont les métiers qui peuvent venir de la mer et quelles sont les énergies qui pourraient bénéficier au territoire en termes d'activité économique. Donc 2 temps, une première conférence à midi sur l'économie bleue, perspectives et enjeux. Je tiens à préciser que ce temps sera suivi d'un brunch et qu'il faut réserver aux 550-100, c'est important. Très important parce que la conférence se tient il sera suivi d'un brunch. Et le deuxième temps fort de cette ouverture officielle en termes de conférence, c'est le soir, également pour évoquer toutes les thématiques enjeux de la mer et des espaces côtiers, avec des partenaires que je vous laisse découvrir. J'invite tout le monde à venir. Et cette ouverture officielle avec les conférences terminera par une animation musicale. Voilà, et puis le samedi, il y a le village des pêcheurs, un village apprenant. Alors, est-ce qu'on peut et développer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un village apprenant? Le samedi 16, c'est vraiment le point d'orgue de ces 3 jours de la manifestation. Le village apprenant, c'est un village qui permet à tout un chacun de venir découvrir dans les stands. Donc, il y aura 60 exposants, une quarantaine de stands, 60 exposants. Et dans ces exposants, on a les agriculteurs, les artisans, les pêcheurs.
Et je tiens à saluer vraiment la prestation des agriculteurs, parce qu'il y a M. Laquitaine qui nous a donné un bon coup de main. Ce n'est pas la ville qui apporte l'événement, ce sont les agriculteurs, les acteurs économiques qui ont conçu, pensé et innové ce projet. C'est pour ça que je dis que c'est un contexte apprenant, parce qu'il nous apporte énormément. Donc c'est leur événement. Donc on a travaillé durant 3 mois aux côtés de ces agriculteurs pour porter l'événement piloté par M. Laquitaine. Apprenant également parce que on aura des artisans, on aura des agriculteurs, on aura des pêcheurs, mais ce sont des exposants qui viendront nous faire part de leur savoir-faire et nous faire déguster également les saveurs du territoire, du terroir. Apprenant également parce qu'il y a deux stands un peu atypiques. Il s'agit du stand qui sera présenté, en tout cas animé par l'Agence des 50 pas. Pourquoi l'Agence des 50 pas? C'est une institution qui accompagne l'aménagement de Rivière-Sens. Donc on ne pouvait concevoir cet événement sans la présence de cette institution en termes d'aménagement. Donc le stand sera dédié à la sensibilisation et on aura des techniciens qui seront là pour répondre aux questions des différents, des citoyens qui habitent à Rivière-Sens, entre autres. Voilà. Et le deuxième stand, j'ai évoqué 2 stands un peu atypiques. Donc il y a l'Agence des 50 pas qui présentera justement tout le sujet de l'aménagement du territoire et surtout de la résorption de l'habitat insalubre sur Rivière-Sens. Et l'autre stand, et pas des moindres, c'est un stand qui sera tenu par Casabroc, Franck Fazian, que tout le monde connaît, et qui fait un travail extraordinaire en matière de sensibilisation, conscientisation des fonds marins. On l'a vu tout à l'heure aux actualités, on a des eaux usées qui sont déversées dans les océans, dans la mer. On a le plastique, on a le gire de plastique. Et là, on ne peut plus justement se permettre de considérer la mer comme un déversoir, d'où l'intérêt de cet événement. Et donc, M. Franck Fazian, aux côtés de l'Office de l'eau et de l'agence, une consultante, ils vont nous présenter le dispositif Jeunes Pousse qui doit essaimer sur tout le territoire. Jeunes Pousse pour accompagner les jeunes vers la conscientisation, la sensibilisation, la formation, mais également un programme d'insertion et puis à la clé du travail dans le domaine de l'environnement. Donc c'était les stands apprenants, donc c'est un peu... Donc on aura beaucoup en tout cas de stands d'animation autour de l'éducation, éduquer autour de la mer, en sachant quand même que c'est notre patrimoine, notre terroir, et puis on va dire notre économie est quand même basée en majeure partie sur ce patrimoine que nous avons tendance justement à abîmer. Alors, un numéro de téléphone, on rappelle pour le brunch, c'est le 06 90 550 100, voilà. D'accord, pour réserver pour le brunch pour vendredi. Ensuite, il y a des activités, elles sont gratuites. Oui. Si je peux compléter, les activités nautiques et aquatiques, justement animées, proposées par Top Pédalo et le CNRBT, les randonnées de découverte également et des balades en catamaran. Mais toutes les activités sont gratuites grâce au partenariat fructueux du Conservatoire du littoral, de la collectivité régionale. Je vais citer quelques-uns: Sud Ancrage, Sablières, le Parc national, l'Agence des 50 pas, la Maison de la randonnée et le Grand Sud Caraïbes. Et évidemment, le CNRBT et le Centre départemental de sauvetage. Il y a aussi l'association Mon École, Ma Baleine qui est très active. Mais les associations sont habituées. De toute façon, c'est leur ferment. Et puis dire également que cet événement sera placé sous la signe de la sécurité sanitaire, mais également sécurité parce que pour la première fois, on aura le poste de sauvetage et un poste de surveillant de baignade. Donc l'espace, l'événement se déroule en 3 temps, 3 espaces, de la plage de Rivière-Sens au village des pêcheurs en passant par l'esplanade. Et tous ces espaces, en tout cas côtiers, seront sous haute surveillance. Très bien. Alors, donc, la fête de la mer et des littoraux ce week-end à Rivière-Sens, donc du 15 au 17 juillet. Vous avez une infoline 06 90 08 02 27, 08 02 27, et le programme détaillé sur la page Facebook de la ville de Gourbert. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.